sport féminin est très vite mise de côté ou alors pas du tout abordée, ou alors on l'abordera plus tard. On est vraiment très très heureuse d'avoir pu mener à bien cette édition. Je fais ça 24/7, donc quand je suis pas au bureau, j'en rêve. Le média Les Sportifs, qui est le premier média de sport féminin en France. Il y a déjà un changement de mentalité qui a été fait, mais il doit encore se faire de façon plus importante. Les filles, quand elles disent qu'elles veulent faire du football, c'est souvent quand elles sont dans une famille où les garçons font du foot. Maintenant, franchement, je peux le dire, moi je suis méga fière de pouvoir dire que je fais du foot. Depuis toujours. Toute petite, je jouais avec un ballon, je suis née avec un ballon dans les pieds, vraiment. Un passement de jambe, ça reste un passement de jambe, quelle que soit la personne qui l'effectue. Je crois que quand on aura combattu les inégalités à 100% dans le foot, il n'en restera pas beaucoup ailleurs. Moi, je pense qu'il n'est jamais bon d'attendre, donc autant anticiper. Mon nom est Sophie Pouget, je suis la coordinatrice Génération Égalité pour ONU Femmes France, le comité national français d'ONU Femmes, l'agence des Nations Unies pour les femmes. ONU Femmes a lancé en septembre 2019 une grande campagne, la campagne Génération Égalité. Génération Égalité, c'est une campagne qui est novatrice, qui est positive, qui est multigénérationnelle et qui vise à promouvoir au sens large et dans le monde entier l'égalité femmes-hommes. C'est dans ce cadre que ONU Femmes France a lancé le festival d'engagement citoyen Génération Égalité Voices. Génération Égalité Voices, c'est la volonté de mobiliser la société civile française autour des valeurs de Génération Égalité et c'est aussi la détermination à visibiliser le plus largement possible les associations et les actions de terrain qu'elles mènent au jour le jour en faveur de l'égalité femmes-hommes. C'est donc dans ce cadre que le comité de sélection a pris la décision de labelliser le projet porté par le Ballon de l'Espoir. Pourquoi ? Parce que ce projet vise à favoriser la mixité sociale, vise à favoriser la mixité de genre en éduquant et en sensibilisant par le sport. Un grand bravo à l'association qui est jeune, dynamique, passionnée et entreprenante et qui sait promouvoir les valeurs du sport, l'esprit d'équipe, le respect et le fair play. Au niveau mondial, ONU Femmes s'est vraiment investie dans le football féminin, notamment avec la signature de Memorandum of Agreement avec la FIFA, donc pour mettre en place des guidelines au sein des clubs et pour inciter les jeunes filles à pratiquer le sport et à jouer au football notamment. En France, la campagne Génération Égalité sur le football féminin ce sera plus promouvoir en fait le sport auprès des jeunes filles et des jeunes garçons et faire en sorte que Génération Égalité soit vraiment un vecteur d'inclusivité et permette de faire avancer le féminisme sur tous les plans, au sein du sport, au sein de la culture, au sein des arts, et faire en sorte que la mobilisation soit totale pour l'égalité au sein de la société française. Concernant la Coupe du Monde qui a eu l'an dernier, quel impact ça a eu sur la couverture du sport féminin en général ? Est-ce que ça a augmenté son impact ou est-ce que finalement l'impact pour l'instant sur le court terme est assez limité ? Sur le football féminin, ça a eu un impact puisque désormais on couvre beaucoup plus d'événements de la discipline. On essaye de couvrir les rencontres majeures du championnat de France, de la D1 Arkema, la D1 féminine, entre les gros clubs Montpellier, Lyon, Paris notamment, ou Bordeaux. Et puis ensuite on suit chaque match de l'équipe de France que l'on commente, que je commente à l'antenne sur RMC pour la radio. Et puis on couvre toutes les grosses compétitions auxquelles participe l'équipe de France, comme la Coupe du Monde 2019 qui s'est déroulée en France évidemment l'année dernière, pour laquelle on a été radio officielle et on a commenté tous les matchs de l'équipe de France féminine comme on commente tous les matchs de l'équipe de France masculine. Les gens ont plus de mal à regarder un match de D1 que les matchs de la Coupe du Monde, mais c'est clair qu'il a été un bon début, je pense, pour le football féminin, un bon coup d'accélérateur, et les gens regardent quand même plus le foot maintenant qu'avant cette Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, je pense pas que la Coupe du Monde est un point de départ, loin de ça. Je pense que c'est un élément qui était normal dans l'évolution du football français. Après, la question va être comment est-ce que le football français va rebondir et utiliser cet engouement pour créer la suite. Et de toute évidence, ce genre d'événement, même si c'est one shot, ça fait évoluer les choses. Et ça fait évoluer les choses dans l'immédiateté.
puisqu'à la rentrée, il y a eu plus 20% du nombre de licenciés femmes au sein de la FFF. Donc signe quand même que ça a un impact considérable. Ça suscite forcément des vocations. Les petites filles ont envie de jouer au foot quand elles voient des femmes jouer au foot et des femmes qui jouent super bien. À l'occasion de la Coupe du Monde féminine de football qui s'est déroulée l'année dernière en France, on avait réalisé un rapport avec Pascal Boniface sous l'égide de l'UNESCO pour justement essayer de faire un état des lieux de cette féminisation du football. Et on s'est rendu compte que si d'énormes progrès avaient été faits au cours des dernières années, il y avait encore énormément de progrès à faire à bien des égards. Et ce bilan-là à l'échelle du football est également valable à l'échelle du sport, qui montre qu'il y a un intérêt croissant, une féminisation de plus en plus importante au sein des instances, au sein des pratiquantes, mais même si c'est du football féminin, généralement il est dirigé par des hommes, entraîné par des hommes, voire regardé par des hommes. Encadré par des hommes, présidé par des hommes. Le plafond de verre, il est parfaitement exprimé aussi dans le football, ouais, c'est clair. C'est vrai que les femmes dans toutes ces dimensions, en fait, que ce soit les femmes dirigeantes, que ce soit dans les médias, que ce soit des postes à responsabilité, dans l'arbitrage, les femmes sont mal représentées, sont pas assez visibles. Je pense que ça peut être un exemple pour montrer que les filles elles peuvent faire aussi comme les garçons, qu'elles sont capables d'exercer dans des domaines qui étaient à la base destinés aux gars. Et ouais, ça peut être un genre d'exemple même pour montrer que dans les métiers, elles peuvent faire la même chose que les garçons, quoi. Il y a plein d'entraîneurs femmes qui ont réussi des belles carrières aujourd'hui et qui sont quand même reconnues dans le monde du football féminin. Donc, il y a des modèles de plus en plus et il y a de plus en plus de femmes qui travaillent à temps plein dans le métier et qui poussent les barrières à tomber. La question de représentation des femmes dans les ligues, la présidence, donc des dernières mesures sont vraiment en marche. Sarah Ouramoun, qui est la vice-présidente du CNOSF, fait beaucoup pour que les femmes puissent s'engager dans les ligues sportives en tant que présidente. Il faut garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais comment on garantit ? On le dit, voilà. Donc on s'engage oralement, mais ça n'engage à rien. Donc moi je ne suis pas dupe, personne n'est dupe de ça. À partir du moment où il n'y a pas des obligations légales et des sanctions, moi je pense qu'évidemment les fédérations qui ne respectent pas les plans de féminisation qui prévoient le développement, la médiatisation. Donc ça veut dire que quand on donne à voir des femmes qui arbitrent, des femmes qui coachent, on suscite des vocations et on donne la preuve aux femmes qu'elles sont tout autant capables d'exercer des responsabilités, de prendre des décisions dans des moments importants. Et ça, c'est très important en termes de rôle modèle. Quand on donne à voir des femmes fortes, des femmes qui réussissent, des femmes qui dirigent, eh bien on donne aussi une autre vision des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on a encore trop cette vision stéréotypée de la femme. D'ailleurs, on appelle ça la femme. Comme si on n'en existait qu'une seule, unique, qui serait valable en fait. Là, on propose autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant. On a progressé, on a systématisé la couverture du football féminin pour essayer de devenir, à l'avenir, en tout cas, le média référence de la discipline. Changer peut-être la chaîne de diffusion de la D1. Je trouve ça bizarre que ce soit sur Canal+, alors qu'il y a vraiment besoin d'écoute de téléspectateurs. Et déjà, ça, je trouve ça restreint le nombre de téléspectateurs. Tous les matchs sont regardables à la télévision, mais l'exposition n'est pas énorme et évidemment tous les médias ne sont pas au rendez-vous sur tous les matchs de championnat. Sur l'équipe de France, ça se mobilise, mais on le voit après la déception du quart de finale où s'est arrêtée l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. Les médias ont un peu quitté le wagon, la caravane comme on dit médiatique. On est beaucoup moins nombreux en termes de journalistes à suivre l'équipe de France parce que pour qu'il y ait un emballement médiatique en France autour du football féminin, il faut des performances. Alors oui, Lyon en Ligue des Champions et en championnat survole les débats, mais il faut que l'équipe de France amène des performances et malheureusement ce n'est pas encore totalement le cas puisque l'équipe de France n'a pas de titre à son palmarès ni même de médaille et donc ce qui en découle c'est que la couverture médiatique n'est pas totale encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Aujourd'hui, c'est parce qu'on est à nos débuts. Donc, c'est comme quand tu commences une entreprise. Si on ouvre une entreprise, tu vas pas forcément faire de l'argent dès le départ. Il faut investir pour que tu puisses en faire. Donc, c'est comme tout sport qui est à ses débuts. Après, c'est aussi de trouver le bon business model, le bon modèle de business qui va répondre aux besoins du football féminin. Moi, quand j'ai commencé à couvrir le football féminin il y a 6 ans, c'était très compliqué de convaincre un rédacteur en chef en charge du football de laisser une part de la couverture au football féminin. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On va y aller de façon plus naturelle. Donc... L'approche genrée des budgets. Parce que quand vous regardez l'ensemble des municipalités, justement, dans les subventions qu'elles peuvent faire, dans la mesure où elles ne sont pas genrées, ces subventions, on ne se rend pas compte, et sans regarder, oui, vous donnez globalement beaucoup plus aux garçons de subventions, et en particulier au football, parce qu'en général, c'est le club de foot qui a les plus grosses subventions de chaque commune, et le club de foot, c'est 80, 90, voire 100% de public masculin. Donc ça veut dire que dès les attributions des financements, il y a du sexisme, sans le vouloir, conscient ou inconscient, mais il est là. Et donc ça veut dire que derrière, oui, c'est le club masculin qui a le plus d'argent, donc c'est les garçons qui sont les plus aidés, et vous rentrez dans une spirale sexiste, volontaire ou pas, c'est un cercle vicieux qui fait que vous en arrivez, et quand il y a 5, 10, 15 filles qui veulent monter une équipe dans un club de foot de 150 ou 200, elles ne sont pas considérées, puisque voilà, c'est les garçons qui ont toujours eu l'argent et toujours eu les subventions. De se dire, regardons les subventions déjà, donnons au moins autant, si ce n'est plus, si on veut en plus récupérer peut-être ce qui n'a pas été donné par le passé. Il faudrait peut-être se poser la question de tout ce qui n'a pas été donné aux filles depuis 10 ans, est-ce qu'il faut le donner en plus aujourd'hui? Au final, le football, c'est un business, il ne faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, le football est un business, c'est quelque chose qui est rentable, qui est capable de faire de l'argent comme toute autre compagnie. Donc aujourd'hui, le football féminin, il faut l'accepter, on est une dépense. Est-ce qu'on commissionne certaines aides justement à la question d'égalité? Moi, je milite pour l'éga-conditionnalité, se dire voilà, on aide si il y a une sorte de contrat qui est fourni avec les personnes, les associations qu'on aide à s'engager contre les inégalités et à s'engager sur des budgets genrés, sur une approche équilibrée et égalitaire des choses. C'est pas avec juste une ligne budgétaire, c'est pas voilà en quelques mois qu'on pourra aboutir, je dirais. Oui, bien sûr. L'important, c'est vraiment de donner les directions, que le sujet soit mis sur la table. Les médias peuvent le faire, après c'est toujours pareil, ça reste un budget, c'est-à-dire que quand on se déplace sur une compétition, ça coûte de l'argent. Il faut qu'il y ait aussi une fenêtre d'exposition dans le média pour lequel on travaille. Donc c'est une question de rentabilité. Et le problème, c'est que de beaucoup de disciplines féminines, notamment le football féminin, qui n'a pas encore son modèle économique, fait que les sponsors ne sont pas encore là. Donc du coup, il y a moins d'attractions aussi parce que du coup, il y a moins de budget pour les clubs. Donc il y a moins de stades, il y a moins de structures, etc. C'est une réaction en chaîne qui fait qu'aujourd'hui, il y a des couvertures qui ne sont pas à la hauteur en tout cas de la discipline. C'est un coût économique, c'est un coût financier extrêmement élevé. Mais l'avantage que les filles ont pu retrouver dans ces coûts, qui sont encore beaucoup plus faibles que les garçons, c'est que les chaînes au moins peuvent miser et que si elles perdent, elles perdent moins que si elles perdent des droits sportifs masculins. Un média, c'est comme une entreprise. Donc nous, on réfléchit économiquement un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on va peut-être aller vers les compétitions qui sont les plus essentielles. Donc, par effet ricochet, on va du coup peut-être être un peu moins présent. Je ne dis pas qu'on ne le sera plus, mais on sera peut-être un peu moins présent de façon récurrente sur des compétitions féminines qu'on couvrait par le passé. Une femme dans le monde d'hommes, c'est compliqué pour que nos familles comprennent parce que la tendance d'une femme n'est pas de faire qu'est-ce que je fais. Donc, auparavant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui le font. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de déception, si on veut, entre guillemets, de mes choix de carrière. Après, pour moi, c'est une choix normal et que je le vis bien. Le football, de façon globale, c'est le sport le plus populaire au monde. Donc, effectivement, si le football féminin peut être une locomotive, oui. C'est important, évidemment, qu'il y ait l'égalité dans le foot. Et le foot est vraiment, on va dire, un sport qui est très moteur, qui embarque, en fait, tout l'écosystème médiatique. Mais une diversité de sports, ça aussi, c'est important. On dit souvent qu'en France, il y a le sport et le football. Le football est vraiment une discipline sportive à part et il en est de même
pour le football féminin. Le foot féminin ne peut que tirer vers le haut l'ensemble du système, de l'écosystème du sport féminin. Quand vous allez aux États-Unis par exemple, qui est on va dire un peu la référence du football féminin sur la planète, les petites filles elles jouent un peu partout autour des stades, les médias sont par dizaines à suivre l'équipe nationale ou le championnat, la NWSL, le championnat élite. Ce n'est pas du tout le cas en France, donc effectivement on est complètement en retard, on a 20 à 30 ans de retard sur un pays comme les États-Unis. Si on prend le cas des États-Unis, c'est indéniable, ça fait déjà presque 50 ans qu'il y a un regard différent qui est posé sur le football pratiqué par les femmes, parce qu'il y a eu des changements sociaux, légaux qui sont intervenus et qui ont fait du football un sport presque dit féminin. Et donc, alors que le football américain est quant à lui considéré comme un football dit, comme un sport dit masculin. Donc indéniablement, il y a une part de culture, il y a un regard qui est différent, même si aujourd'hui, et notamment par le biais de différentes initiatives, ce regard a tendance à évoluer. La route est immensément longue, surtout quand on constate un manque d'intérêt de la part de certains médias ou certains commentaires qui peuvent encore être faits par des responsables politiques, des responsables sportifs ou tout simplement le grand public. Donc ça montre qu'il y a encore un vrai enjeu de connaissance, de culture et de transmission, un vrai effort de pédagogie à faire envers ces personnes-là qui découvrent tout simplement que oui, des femmes jouent au football et c'est pas nouveau, ça existe depuis le début du XXe siècle, c'est juste qu'on avait tendance à l'oublier et donc c'est aussi important de le rappeler. Et on avait de l'avance sur l'Angleterre par exemple, l'Espagne, l'Italie, et cette avance on est en train de la perdre parce que tous les médias ne s'y mettent pas et c'est beaucoup plus dur en France, on le voit, c'est clair, depuis 3-4 ans, les investissements sont massifs, par exemple en Grande-Bretagne, et dans 2-3 ans, la France sera derrière. Aujourd'hui, l'Allemagne évidemment qui est historique, mais également l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre sont vraiment en train de mettre les bouchées doubles. Un certain nombre de clubs ont créé des sections, on peut penser au Real Madrid qui vient de lancer la section féminine il y a quelques jours. La professionnalisation qui est également actée dans un certain nombre de pays et qui montre aussi qu'il est important pour la France de suivre ce mouvement-là si elle ne veut pas se faire trop distancer et si cette suprématie de Lyon à l'échelle nationale et même parfois continentale n'est pas menacée si on n'arrive pas à réagir collectivement à l'échelle nationale. Il faut que les ligues se professionnalisent. Aujourd'hui, on a l'Italie et l'Espagne qui sont en train de le faire. Le plus que tu crées une professionnalisation du sport féminin, le plus que tu permets l'opportunité, tu gagnes les accès au football féminin, le plus de staff que tu as envers le football féminin, ces staffs-là créent une structure, donc il y a des retombées énormes. Donc, si le football féminin peut avoir sa professionnalisation et avoir le soutien médiatique qu'on a au travers les autres clubs professionnels, on serait dans une très bonne situation. Après, la FFF oblige les clubs aujourd'hui d'avoir une section féminine. Donc, ça oblige les clubs à investir dans cet effet-là, mais ça doit quand même évoluer encore plus. Je pense que la France n'est pas le vilain petit canard au niveau sport féminin, au niveau européen et au niveau mondial. Mais on a beaucoup à s'inspirer du modèle anglo-saxon et surtout du modèle des États-Unis. On sait qu'en 1970-71, le foot féminin, même le sport, a complètement été intégré dans le système éducatif, le système universitaire. C'est une vraie année sur l'égalité et je pense que la France devrait clairement s'en inspirer. C'est vrai, avoir une bourse pour entrer à l'université, que tu sois un garçon ou que tu sois une fille, c'est quand même beaucoup plus valorisant et encourageant. Tout est vraiment une question d'éducation et si la jeunesse n'est pas baignée dans le sport dès le début par le cadre éducatif ou par le cadre familial, il est difficile plus tard d'être impliqué dans le sport ou de devenir sportif ou sportive. Le football féminin est à sa croissance en France. Après, c'est une question de structuralisation et comment la FFF va le faire évoluer. En France, on n'est pas trop et pas assez un pays de la prévention.
et que de faire tous ces dispositifs-là, c'est indispensable, nécessaire. Et donc, travailler en amont dès l'éducation, et c'est le lien que je fais, moi, avec ma commission, de voir comment on peut aller lutter contre ce stéréotype dès le plus jeune âge. Le Parlement des enfants, c'est un dispositif pour les CM2 qui sont chargés d'écrire des lois. C'est peut-être 2500 ou 2000 classes qui participent tous les ans en CM2 sur une thématique précise. L'année dernière, c'était la question de transition écologique. Et cette année, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Et cette même classe, quand on a lancé la loi, j'ai juste posé une question. Je leur ai dit, mais est-ce que vous pensez que dans le périmètre de l'école, il y a des inégalités? Et 80% des enfants lèvent la main. Ils sont au courant, voient les inégalités. Donc c'est important de les faire travailler dès le plus jeune âge sur ces inégalités. Et quand derrière, on a parlé avec ces enfants des inégalités, ils sont tout de suite venus au sport. Et les garçons et les filles d'ailleurs. Vous dites, dans la cour, c'est l'espace pour jouer au foot qui est laissé aux garçons au milieu de la cour, que les filles n'ont pas le droit de jouer ou peu le droit de jouer, que les filles sont mises sur le côté. Donc je crois que c'est intéressant d'aller, faire de la prévention et lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, de le faire du coup dans le cadre d'une éducation globale et d'y intégrer le sport. Parce que les enfants sont au courant de ça, voient, quand on leur demande de regarder, les inégalités au travers du sport. Il y a un vrai problème en France, au-delà du sport féminin et du sport masculin, c'est que la place du sport en France est vraiment complètement dénigrée. Quand on pense justement que le budget du sport au gouvernement ne représente que 1%, on a vraiment de quoi s'inquiéter avec les Jeux de Paris 2024. Historiquement, on doit beaucoup aux Américaines et aux Canadiennes d'ailleurs, mais surtout aux Américaines sur la problématique de l'égalité avec Billie Jean King, donc en tennis dans les années 70, qui a déjà réclamé donc à cette époque-là l'égalité sur les primes données aux hommes et aux femmes. On n'a peut-être pas accès aux mêmes choses, les installations sont pas les mêmes, mais aussi les salaires aussi. Les salaires, c'est quand même un truc de... Enfin, c'est bizarre que la Ligue 2, les gars, franchement, ils sont tranquilles. Et nous, en D2, on doit faire un autre travail à côté pour pouvoir vivre, quoi. Il y a cette différence. On a l'exemple de Megan Rapinoe qui, l'année dernière, dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de football, a pris parole. Elle se bat encore aujourd'hui avec son équipe pour l'égalité salariale. Voilà, c'est les sportives, c'est elles-mêmes qui prennent le sujet à bras le corps, qui s'expriment sur leurs réseaux sociaux, qui s'expriment politiquement. Et je trouve qu'en France, notamment au niveau des footballeuses, c'est encore trop silencieux et il y aurait besoin que les sportives prennent plus le lead et prennent plus la parole sur la question. Lorsque on est au parti des négociations, etc., les joueuses, ils sont frustrées. Et, je vous dirais que ça dépend des mentalités. Tu as des jeunes que ça leur pousse vraiment fort pour faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Et malheureusement, il y a énormément de jeunes que ça leur démotive. Et c'est pas la bonne attitude à avoir. Parce que dans la vie, quand on n'a pas quelque chose, c'est soit qu'on se bat pour l'avoir ou soit qu'on reste assise en train de pleurnicher. Pour moi, la médiatisation, c'est un peu la clé du développement du sport féminin en France, du sport haut féminin en France. Pour moi, la médiatisation permet de rendre visible, de créer des rôles modèles. Alors, il y a plusieurs années, nous avons lancé au CSA une étude sur la retransmission sportive du sport féminin à la télévision, donc pratique du sport par les filles. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que malheureusement, il y avait peu de retransmissions sportives féminines. Et donc, on a pris un peu le taureau par les cornes et nous avons réalisé une étude économique d'abord. Et puis ensuite, on a lancé un événement qui s'appelait les 4 saisons du sport féminin, qui est devenu sport féminin toujours. C'est mieux, c'est-à-dire que toutes les études mettent en évidence aujourd'hui qu'on est entre 16 et 20% de retransmission sportive féminine sur les écrans. C'est une bonne chose, mais on est vraiment loin encore de l'égalité, loin évidemment de la parité. Et donc, je pense que c'est important toujours de mobiliser l'ensemble des acteurs du monde de l'audiovisuel, l'ensemble des médias, pour qu'il puisse y avoir plus de retransmission. C'est encore trop peu, il y a encore du chemin à faire, mais j'estime qu'il ne faut pas passer que par la télévision. Aujourd'hui, il y a une force de frappe sur les réseaux sociaux, il y a une force de frappe avec YouTube aussi, sur le digital et aussi par la presse écrite. On a encore l'exemple pendant le confinement
l'équipe n'a consacré que 2,4% de ses pages au sport féminin. 2,4%, c'est encore loin des 20%, c'est trop peu. Pendant cette période de confinement, il y a eu une invisibilité totale des enjeux du sport au féminin, et ce qui, à mon sens, est assez inquiétant, puisqu'il y a eu une absence totale de médiatisation, un certain nombre d'acteurs économiques qui se sont retirés dans le cadre des investissements, dans le cadre de sponsoring par exemple, et il y a eu aussi une absence de réflexion totale sur ce que doit être le modèle du sport au féminin. On sait que le modèle économique du sport au féminin est calqué quelque peu sur le modèle masculin, alors même que l'on sait que le modèle masculin est parfaitement imparfait. Alors, je pense que comme c'est un sport masculin, ou en tous les cas connoté masculin, on construit le foot féminin par rapport à ce foot-là. Je pense que peu de filles sont au courant qu'elles peuvent faire du foot comme les garçons. Et ouais, s'il y a plus de pubs et tout, ça va les pousser à y aller et elles vont adorer ça, quoi. Si je peux vivre de ma passion, vraiment, c'est un rêve et ça serait une énorme chance. Si vous voulez comparer, alors dans ce cas-là, cherchez ce qui est commun. Mais il n'y a pas de différence. Sur le terrain, c'est la même chose. La seule chose qui peut changer, à la limite, c'est les supporters qu'il y a autour, quoi, qui sont là pour nous pousser. Mais sur le terrain, on se la donne pareil. Qu'est-ce qui vous plaît de la même manière chez les garçons et chez les filles ? Un 1-2 chez les garçons et chez les filles, ça reste un 1-2. Les règles du jeu sont les mêmes, les techniques sont les mêmes. Les filles jouent le même football que les hommes. Donc c'est pas un football féminin, vous voyez, pour être plus juste dans l'expression qu'on utilise. Aujourd'hui, le football masculin est beaucoup plus évolué que le football féminin. Par contre, le football féminin est très intéressant, très tactique. Aujourd'hui, il commence à évoluer de plus en plus tactiquement parce qu'on commence à avoir des équipes qui sont beaucoup plus organisées. Oui, il y a forcément une différence dans le style de jeu, c'est normal, juste d'un point de vue physiologique. Et après, dans le développement du football féminin, on est en retard techniquement. Aujourd'hui, au plus haut niveau, physiquement, on s'accroche, mais l'athlète, la femme, elle est en retard parce qu'il y a des différents ressources et moyens qui sont donnés durant la formation de la joueuse. On parle beaucoup de différences de niveau entre hommes et femmes, mais pendant longtemps, et même encore maintenant, les femmes, elles ne font pas que ça de leur vie. Elles sont obligées, et encore si on rajoute avec leur rôle dans la société, elles sont censées être des femmes qui ont un job ou des études, elles sont censées être footballeuses, elles sont censées être mères, des épouses. Donc ça fait beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que le foot, c'est genre vraiment tout le temps du sexisme permanent, et c'est un peu un jeu entre les filles, les seniors notamment, et les dirigeants. Et ça nous fait rire, on rentre dans le jeu, mais je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que c'est un peu malsain en tous les cas pour l'évolution du foot. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui s'auto-censurent, un peu comme moi j'ai fait quand j'étais petite. Mettre des choses en place pour qu'on puisse bien s'entraîner athlétiquement, bien se muscler et pallier peut-être ce manque de rythme du football féminin. Ça pourrait quand même beaucoup plus se développer. Et qu'on soit mis un peu au même statut que les gars, ça serait vraiment pas mal. Mais c'était aussi parfois, lorsque moi je pouvais râler constamment sur les conditions qui n'étaient pas bonnes, c'est-à-dire jouer dans des stades de merde avec des vestiaires pourris, des tribunes pourries, partir pour des déplacements à l'autre bout de la France en minibus. Moi, c'est des choses qui m'exécraient. Vraiment, je me disais, mais quelle considération on a. Et je me souviens de beaucoup de joueuses qui me disaient, Mélissa, Mel, arrête de râler. Arrête de râler. Et donc évidemment, j'avais pas le soutien escompté, mais surtout ça traduisait le fait que il y avait une peur omniprésente, une terreur de la part des autres filles, de se dire que si on fait trop de bruit, ça va mal se passer pour nous. Chez les hommes, tu as des cahiers de charges qui sont beaucoup plus détaillés et durs pour assurer le suivi des jeunes. Chez le football féminin, on est dans l'amateurisme, où est-ce qu'on accepte que quelqu'un qui n'a peut-être pas tous ses diplômes entraîne la joueuse. Mais faut-il encore que la Fédération de football ait eu les moyens de les accueillir, c'est-à-dire en éducateur et en encadrement. Parce que les filles, elles pratiquent avec les garçons jusque vers 12-13 ans. Pas de problème dans les clubs quand il n'y a pas de section féminine. Et après, il faut qu'elles trouvent une section féminine parce que c'est interdit. Elles ne peuvent plus pratiquer avec les garçons. Donc il faut qu'elles changent de club si elles trouvent un club féminin. Si elles ne trouvent pas, elles passent à autre chose. Elles abandonnent le foot ou alors elles sont obligées de se déplacer loin. Ce développement de la pratique féminine et ça va passer par
une politique d'accueil au sein des clubs, de formation des encadrants, de développement des compétitions pour venir vraiment développer. Et donc à ce sens-là, quand on parle de politique de féminisation du football ou du sport de façon générale, ce qui est essentiel, c'est pas de voir la partie émergée de l'iceberg et l'équipe nationale ou les exploits qui peuvent être réalisés à l'échelle nationale ou internationale. Ça va vraiment être de voir est-ce que les conditions sont réunies au sein des clubs. Dans quelles conditions elles pratiquent, parce que c'est facile de dire que les femmes ça va plus lentement, d'accord, mais quelles sont les conditions dans lesquelles elles s'entraînent depuis qu'elles sont petites? L'encadrement, les infrastructures, les conditions de compétition, etc. Les garçons du même âge, ils vont voir les jeux de maillot, ainsi de suite. Et les filles, non, c'est relégué à un second niveau. Donc oui, il y a beaucoup de choses à bouger. Alors ce qu'on espère, c'est à plusieurs niveaux. D'une part, à un niveau évidemment amateur, c'est-à-dire qu'il y ait plus de filles qui ont envie de s'inscrire et qui puissent jouer. Ensuite, quand vous avez plus de filles qui ont envie de s'inscrire, il faut évidemment une plus grande mobilisation de tout le tissu associatif qui est déjà largement mobilisé, mais pour que les filles puissent avoir de meilleurs équipements, plus d'équipements. Mais aussi, quelle est la façon dont on filme les matchs? Oui. Les garçons, ils ont 50 caméras avec 10 000 angles, on a les ralentis, les trucs comme ça. Mais nous, les filles, on a une caméra à 50 mètres. Mais c'est sûr que c'est lent, bien entendu. Oui. N'importe quel match filmé comme ça paraîtrait beaucoup plus lent. Donc il y a aussi toutes ces questions-là, c'est-à-dire amener les gens à être conscients aussi de ce qui se passe dans l'arrière-plan, quoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce qui se fait de différent aussi de chez les garçons. Ceux qui veulent comparer, moi je les amène sur ce terrain-là. Mais si vous voulez vraiment comparer, comparons. Oui, on mérite mieux. Enfin, vraiment, on se bat sur le terrain, on se bat comme les gars. On n'aura jamais le même niveau qu'eux, le même rythme de jeu, c'est sûr. Mais on se bat comme eux. Ouais, quand j'étais petite, par exemple, il y avait t'es un garçon manqué parce que tu joues au foot. Forcément, il y en a partout. Hein. C'est pas que dans le monde du sport, mais forcément dans le monde du sport, où est-ce que maintenant tu as des sections féminines qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on n'a pas de statut de joueuse, on vend pas assez. On n'est pas indépendant des clubs professionnels, donc on utilise un budget sans la rentabiliser. Donc forcément, tu as des commentaires ou une manière de faire qui est compliquée. Évidemment, c'était des rires jaunes à ces blagues, à ce sexisme ordinaire. Peut-être au début, quand je me suis inscrite, quand j'étais toute petite, ils s'étonnaient quand même que je fasse pas de la danse ou de la gym, comme c'était moins développé à cette époque-là. Mais là, ils ont compris que c'était vraiment du sérieux et ils me poussent jusqu'au bout, quoi. Après, là, il y a les footballeuses, elles sont masculines, les footballeuses, elles sont homosexuelles, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. C'est un monde qui est plein de paradoxes, en fait, parce que dans le foot féminin, donc voilà, les filles dans le foot féminin, c'est souvent, moi je suis arrivée tard dans le foot, donc je l'ai vu, et je trouve que c'est souvent des grosses personnalités, des filles qui ont dû se construire en s'adaptant aux normes du coup masculines, donc soit elles les ont vachement incorporées parce que pour survivre un peu dans ce monde-là, et puis du coup des fois elles les ont tellement incorporées qu'elles-mêmes elles ne se rendent pas compte, mais elles peuvent avoir des paroles hyper discriminantes ou elles-mêmes avoir des paroles sexistes à leur propre égard. Il y a plein de trucs comme ça où je me dis mais c'est pas possible d'entendre des paroles hyper sexistes du coach par exemple, où tu vois, on allait faire du gainage et il allait nous dire faut souffrir pour être belle, vous me remercierez l'été prochain à la plage. Et je m'étais dit mais il y a que moi qui réagis ou quoi, enfin je trouvais ça fou. Aujourd'hui je suis un manager d'une section féminine et d'une équipe. Et c'est pas la négativité autour du football féminin qui va me faire gagner des matchs ou faire évoluer mon structure. Ça arrive souvent même qu'il y ait des réactions un peu basiques, genre ah ouais tu fais du foot, y a pas que des lesbiennes au foot, ou ah ouais t'es un bonhomme, ou un truc, enfin ce genre de choses. Mais bon ça se fait de plus en plus rare franchement. Et comment tu ferais pour les déjouer si jamais t'avais un moyen de le faire? Il faudrait juste que les gens ils ouvrent les yeux sur ce qu'on est vraiment et qu'ils s'intéressent vraiment au fond à ce qu'on est, quoi. Comme un entraîneur va utiliser différentes techniques pédagogiquement, il faut répondre à ce genre de situation différemment selon la situation.
Mais je pense que de plus en plus qu'on en parle, de plus en plus que le gouvernement met une emphase de l'égalité de la place de la femme, je pense que de plus en plus que les femmes deviennent plus compétentes, parce qu'au final, si tu as une femme et un homme qui sont compétents les deux, t'es gagnant-gagnant. Les concessions, ils se font tout au long de son carrière. Je m'en rappelle d'avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans et pas être un jeune personne à la fac normale parce que j'avais un travail à temps plein dans le foot. Lorsque j'ai gradué à la fac, tu travailles 7 jours sur 7 quoi, dans le monde du football. Tu manques beaucoup d'événements familiales, beaucoup d'événements qui sont importants pour des êtres humains normaux, mais que dans le monde du foot ou dans le monde du sport de haut niveau, c'est pas des choses que malheureusement on fait régulièrement. Il faut pas généraliser en deux sexes. Aujourd'hui, si on a des leçons à prendre de Jürgen Klopp ou de Guardiola, c'est que chaque individu est différent et il faut s'adapter à les individus et leurs différences à l'intérieur d'un groupe. Après, il reste du travail, il y a des choses à faire, on peut toujours faire mieux, on n'est qu'au début du football féminin. De se dire qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, le foot serait un sport de garçon alors que c'est totalement faux et qu'il y a des jeunes filles qui aimeraient justement participer. La femme, elle a difficilement sa place dans le football masculin, c'est très très difficile. Donc, le football féminin donne sa place aux femmes. Lier les inégalités, le sport et la jeunesse, je trouve que c'est vraiment un enjeu de demain et que ça peut vraiment répondre justement à une lutte rapide contre les inégalités. Plus on montre des filles qui pratiquent de sport, plus il y a des licenciés qui viennent s'inscrire. C'est-à-dire qu'on a alors, licenciés EES. On a constaté que depuis que les chaînes de télévision retransmettaient notamment la Coupe du Monde féminine sportive, c'est vrai depuis 2011, eh bien on a quasiment plus de 90% en plus de licenciés filles qui viennent s'inscrire dans les clubs. Et ça, c'est un vrai point positif. On a plus de 10 millions de téléspectateurs qui étaient derrière leur écran au moment du quart de finale lorsque la France se jouait. Il y a un vrai lien entre sport professionnel et sport amateur. Le lien que nous, on connaît le plus, évidemment, c'est un lien de droit, c'est-à-dire c'est un lien financier. Il y a la taxe Buffet qui fait qu'il y a 5% des droits retransmis, des droits sportifs audiovisuels qui va du monde professionnel donc au monde amateur. Donc c'est cet écoulement, ce ruissellement dont on parle beaucoup, qui existe évidemment dans le sport. Comme je vous le disais, plus on en montre, plus ça donne aux filles envie de s'inscrire et plus les clubs vont être enclins à se mobiliser pour faire jouer les petites filles et non pas, par exemple, dire eh bien ce week-end il pleut, les garçons ne jouent pas, on laisse la place aux filles. Non, il faut que les filles ont systématiquement leur place dans les clubs. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin. Là, je voyais récemment, la FIFA a fait des stats sur les performances sportives des joueuses pendant le mondial 2019 en comparaison du mondial précédent. Et on s'aperçoit qu'il y a eu une augmentation considérable des performances. Mais fabuleux, mais une augmentation de 16%, quelque chose de mignon, c'est-à-dire toutes les distances parcourues étaient beaucoup plus importantes, mais surtout l'intensité à laquelle étaient parcourues ces distances était décuplée. Mais la question maintenant, c'est de savoir, d'accord, ça marche pour les internationales, mais qu'en est-il des autres ? Qu'en est-il des autres dans les clubs ? Est-ce qu'elles aussi, elles ont évolué ? Et si oui, si elles ont évolué, est-ce qu'elles ont autant évolué que les internationales ? Et si c'est pas le cas, pourquoi en fait elles évoluent pas ? Moi je trouve que c'est toujours judicieux de jouer l'égalité et qu'il n'est pas bon d'opposer. Bien sûr, elles sont pas loin de 200 000 aujourd'hui. C'est beaucoup. Mais les garçons sont plus de 2 millions. Donc aujourd'hui, sur 100 licenciés à la Fédération française de football, il y a 7 femmes. Donc 7% des licenciés de la fédération sont des filles. Je rappelle que nous sommes dans la population française, sur 100 Français, 52 femmes, 48 hommes, virgule quelque chose. Donc on est loin d'une représentation paritaire des deux sexes dans les fédérations. Dans les comités directeurs, etc., etc. Bon, je ne sais pas la part des filles au football, je n'ai pas le chiffre, mais parmi les arbitres, dans l'encadrement, c'est moins de 10%. Les arbitres, on les a remarqués, on les compte sur les doigts des deux mains peut-être. On n'a pas les moyens chacun dans son coin, il faut faire des synergies.
le sport c'est une grande fête et lorsque je me retourne dans la rue, il y a autant de garçons que de filles, donc il est tout à fait normal, logique, égalitaire, paritaire, tout ce que vous voulez, pour qu'il y ait des coupes aussi bien pour célébrer le sport féminin que le sport masculin. Le fait d'avoir des têtes de proue telles que l'Olympique Lyonnais par exemple ou le PSG permet d'attirer le regard et de faire parler de ces joueuses-là. Et donc, quelque part, de favoriser la médiatisation, mais également l'identification de ces personnes, ce qu'on appelle des rôles modèles, à savoir des personnes qui vont être connues pour leur performance sur le terrain et qui vont pouvoir servir de modèle à des jeunes filles, jeunes femmes qui vont pouvoir se rendre compte qu'une pratique féminine est possible. Ce qu'on peut espérer, c'est un vrai engagement politique, avec une politique volontariste sur le sujet, et c'est aussi une des raisons qui me pousse à m'intéresser de près à cette question de féminisation, c'est qu'on se rend compte que si on s'intéresse à la question de la féminisation, on touche à absolument tous les sujets, à la question de la sociologie, à la question de l'économie, à la question des outils juridiques, mais également des enjeux de pouvoir qui peuvent exister, des enjeux politiques ou géopolitiques qui peuvent émerger. Et donc à ce niveau-là, ce qu'on peut vraiment souhaiter pour l'avenir, c'est qu'il y ait, on va dire, le fait de passer à la vitesse supérieure de la part de certaines institutions dans le soutien et dans la promotion du sport au féminin, qui, à bien des égards, a du retard, mais qui, s'il continue à se développer comme il est, pourra avoir plutôt fière figure dans les prochains mois et dans les prochaines décennies. Mais déjà, si demain on dit on donne au moins autant à tous les clubs, et on donne autant d'argent sonnante et trébuchante, est-ce que c'est 5 € par licencié filles et autant pour les licenciés garçons? Déjà, on aura fait une grande part, et je pense que ça donnera un élan dans les clubs sportifs, et en particulier dans le foot, qui permettra pas de dire voilà, je suis dans cette spirale et dans cette construction d'inégalité où les garçons ils ont plus et du coup ils ont les maillots, donc ils sont plus motivés, et du coup voilà, si on donne autant déjà et qu'on fait attention dès le plus jeune âge à ça, je pense que rapidement, voilà, en une génération, les choses peuvent être assez vite résolues. Pour nous, c'était vraiment essentiel d'avoir des projets à la fois portés par des jeunes et qui ciblent des jeunes en tant que bénéficiaires, et c'était vraiment essentiel parce qu'en fait, pour nous, la jeunesse, c'est vraiment un nouveau moteur pour la lutte pour l'égalité. La nouvelle génération, elle a plein de problématiques et un nouveau souffle à donner à cette lutte. On remarque qu'avec la nouvelle génération, il y a une espèce de vent nouveau, de souffle qui arrive, et qu'il y a des freins qui aujourd'hui semblent être gommés. Ça ne veut pas dire que la situation est idéale, et ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais on va dire qu'il y a un certain nombre de problématiques qui aujourd'hui ne se posent plus, ou se posent moins qu'il y a de ça une dizaine ou quinzaine d'années. Et je pense qu'en partie ça a pu faire évoluer les mentalités, parce que vraiment c'était du beau spectacle. Et ça a montré une autre facette du foot féminin. Les jeunes filles, elles sont une source énorme d'innovation et de nouveaux projets très intéressants. Et c'est aussi ce qui nous a beaucoup plu dans le projet du Élan de l'Espoir. C'est vraiment cette jonction entre différentes thématiques qui sont à la fois le sport, l'autonomisation, mais aussi la lutte pour l'égalité contre les stéréotypes et les discriminations. Et c'est ce qui nous semble très important aujourd'hui pour Génération Égalité Voices et pour les projets labellisés, c'est d'arriver à croiser ces différentes thématiques, et c'est exactement ce que fait le Ballon de l'Espoir en disant justement que le sport est à la fois un lieu où on a des enjeux féministes, donc d'appropriation du corps, d'autonomisation, de stéréotypes, etc. Et aussi un moyen incroyable pour parvenir à lutter contre les inégalités et les stéréotypes en intégrant mieux les filles dans les sports dits masculins, ou alors en promouvant la mixité dans les pratiques sportives. Donc c'est vraiment pour nous un enjeu essentiel des projets labellisés. La partie sera gagnée quand les petites filles s'identifieront autant aux footballeuses qu'aux footballeurs, et vice-versa. Pour les droits des femmes et un futur égalitaire. Mais c'est vrai que quand on est dans le foot féminin, on a toujours l'impression que le combat n'est pas terminé et qu'il faut continuer de revendiquer plein de choses, etc. D'oser, de pas se freiner, au moins qu'elle tente, quoi. Et qu'elle s'attende à vivre des émotions exceptionnelles, de vivre des amitiés, c'est extraordinaire.
Et faut y aller, quoi. Surtout qu'elles arrivent vraiment au moment où il faut, avec le développement du foot féminin.